Bonjour et bienvenue dans ce 34e podcast de Quantum, l'émission qui vous parle de l'actualité quantique et nous faisons notre tour mensuel, française et mondiale avec notre éternel boy scout du quantique, Olivier Zrati. Bonjour Olivier. Salut Fanny, toujours au poste. Et toujours au poste, bah oui, ça je te fais confiance, hein. Et puis, comme d'habitude, on va le faire en deux temps, avec d'abord l'actualité événementielle et puis la scientifique et entrepreneuriale. Alors, comme pour le mois dernier, l'actualité, elle a été très dense et variée, comme vous allez voir. On va vous parler, vous allez voir à la fin, du tardigrade quantique intriqué. Pas une mince affaire, hein. Est-ce que c'est un hoax ou pas? Comment on peut intriquer des petites bestioles? On va Ces voir, on gentilles va petites voir. J'ai bêtes. enquêté, j'ai enquêté. T'as enquêté? Bon. Et Mais je laisse puis, la réponse pour la fin. Je laisse le suspense et la réponse pour la fin. voilà, restez jusqu'à la fin si vous savoir comment on fait du tardigrade. Ça n'a rien à voir avec le tartre, hein. Et puis voilà, ça va être très intéressant. Euh, on va donc commencer par la première actualité, celle qui a peut-être fait le plus de buzz ce mois-ci, c'est IBM qui a annoncé 127 qubits et on va essayer de faire une espèce d'erratum en fait. Ouais, Comme quelqu'un d'IBM nous l'a signalé il y a quelques semaines, la société a bel et bien publié des informations sur la fidélité de ces 127 qubits. C'est le cas avec tous les systèmes quantiques mis en ligne dans l'offre d'IBM Q Experience, sachant que leur accès est gratuit jusqu'à 15 qubits. En l'occurrence, donc, les informations sur IBM Q Washington et ces 127 qubits étaient disponibles dès le 16 novembre. Mais Olivier, quelles informations intéressantes sont disponibles sur ces 127 qubits du coup? alors en fait, je les avais cherchés à l'époque, quand l'annonce avait été faite, je ne l'avais pas trouvé. Et en tout cas, ce n'était pas dans le communiqué de presse d'IBM et dans l'information officielle d'IBM. Ça fait partie des informations Oui. qu'on peut trouver dans le site de développement auquel j'ai accès, j'ai un compte dedans. Mais à l'époque, je n'avais pas trouvé. Et donc, c'est un lecteur qui est en fait quelqu'un d'IBM Montpellier qui m'a signalé le fait qu'il y avait des infos. Alors, en fait, je ne suis pas très étonné que les infos soient difficiles à trouver parce qu'elles ne sont quand même pas très, très bonnes, quoi, globalement. On a, on a un certain nombre de caractéristiques qui sont publiques et d'ailleurs qui ont un aspect un peu curieux, c'est qu'elles changent tous les jours. Ben, tu ne peux pas dire, voilà, il y a une fidélité de temps ou un temps de qubit de temps. En fait, tous les jours, les chiffres changent parce qu'en fait, ils recalibrent la machine tous les jours et ils publient les statistiques. Ce qui fait que c'est relativement ouvert par certains côtés. On peut même récupérer un tableau Oui, Excel. c'est pas mal quand même, parce que du Oui, coup, oui, tu as c'est quand des, même t'as pas mal. des infos, tu Tu peux peux récupérer apprendre. un tableau en CSV que tu mets dans Excel et qui contient les caractéristiques de chacun des 127 qubits. Et ils refont le calibrage quasiment tous les jours. Bon, sauf que j'ai remarqué que certains trucs avaient disparu depuis quelques jours. Ils ont refermé le kiki du truc, là. Mais bon, on peut quand même récupérer des infos. Et donc, qu'est-ce qu'on voit? On voit trois trucs. On voit que le temps de vie des qubits, ce qu'on appelle le qubit lifetime, ou le temps de cohérence, il est autour de Mhm. 100 microsecondes, c'est-à-dire à peu près en ligne avec les versions précédentes. Le temps de stabilité des qubits ne s'est pas amélioré significativement. Et 100 microsecondes, ce n'est pas très long, hein. Pendant ces 100 microsecondes, il faut pouvoir exécuter des portes quantiques. Et les portes quantiques, notamment chez IBM, elles sont assez longues, hein. Elles durent plusieurs centaines de nanosecondes, ce qui fait qu'en fait, en pratique, on ne peut pas exécuter plus que quelques dizaines de portes quantiques, sachant que par ailleurs, il y a le taux d'erreur. Alors, le taux d'erreur des qubits, il est plutôt très, très bon sur les portes à un seul qubit. Il est inférieur à 0,1%, ce qui est plutôt bien, hein. C'est en ligne avec les ions Mhm. piégés. Par contre, le taux d'erreur des portes à 2 qubits, qui sont les portes C-note dans leur test, alors là, ça part en sucette, c'est compris entre 2 et 6%. C'est quand même Ouais, beaucoup, hein. là, c'est plus la même C'est quand chose. même beaucoup. Et on a le même problème sur les taux d'erreur de lecture des qubits, qui sont situés entre 2 et 3% à peu près, quoi. Donc, en gros, on a des qualités de qubits qui sont moins bonnes que les qubits des générations précédentes d'ordinateurs quantiques d'IBM, qui étaient à 27 ou 65 qubits, même s'ils les améliorent régulièrement. Alors, ils ont publié un autre chiffre qui est très intéressant, c'est le fameux volume quantique. Il n'avait pas annoncé au moment de l'annonce mi-novembre. Et là, on sait que l'ordinateur a un volume quantique de 32. Alors, traduction, ça n'est pas un nombre de qubits opérationnel, c'est une puissance de 2, c'est 2 puissance 5. Et 2 puissance 5, ça veut dire qu'il y a 5 qubits qui peuvent être réellement utilisables avec une série de 5 séries d'opérations. Donc, c'est en fait une régression
par rapport au record de quantum volume des machines précédentes qui étaient de 128 pour les processeurs à 27 qubits. Et 128, c'est 2 puissance 7. Donc, en gros, avec 27 qubits, ils étaient capables d'utiliser correctement 7 qubits. Et là, avec 127 qubits, on ne peut plus en utiliser que 5. Alors, j'espère que ce n'est pas une Ah. régression, que le jour où ils passeront à 433, on va descendre à 4 qubits utilisables. Mais ce n'est pas bon signe, quoi. Et Comment t'expliques ça, hein? Il y a une explication à ça? Tu vois, ouais, il y en a c'est quoi plusieurs. ces techniques? Il y en a plusieurs, il y en a plusieurs. Bon, le paradoxe, c'est que c'est une prouesse de faire 127 qubits. Même Mmh. avec ces taux d'erreur-là qui ne sont pas très bons, c'est une prouesse parce qu'il y a beaucoup d'ingénierie. Ils ont modifié beaucoup de choses dans la manière de contrôler, d'envoyer les signaux électroniques qui pilotent les qubits. C'est pas mal. Mais plus on rajoute de qubits, plus il y a d'interférences entre les qubits, plus on est obligé aussi de jouer avec des fréquences de micro-ondes qui pilotent les qubits. Et donc, en fait, il y a en gros du bruit qui est généré par ces fréquences qui pilotent les qubits d'un qubit à l'autre. Ce qui fait qu'on arrive à Mmh. utiliser quelques qubits dans un coin sans faire appel aux autres. Et là, ça peut marcher. Mais dès qu'on se met à les utiliser tous en même temps, bah, en gros, c'est le bazar, quoi. C'est le souk. Donc, Ouais. alors, ce qui est assez paradoxal, c'est que l'espace de calcul mathématique théorique de 127 qubits, c'est clairement un espace qui est mathématiquement celui de la suprématie, c'est-à-dire un espace de calcul qui dépasse de très, très, très loin ce qu'on pourrait faire avec les plus grands supercalculateurs aujourd'hui. Mais le bruit est tel qu'on ne peut pas en tirer grand-chose parce qu'une fois qu'on travaille avec 5 qubits, 5 qubits, ça tourne dans même pas un cœur d'un processeur de smartphone, quoi. Ça veut dire que c'est rien du tout, quoi. Donc, Ouais. c'est un défi. C'est un défi que de baisser ces fidélités. Alors là où c'est un petit peu inquiétant, c'est que la fidélité de ces qubits, elle est largement supérieure au niveau qu'il faudrait obtenir pour pouvoir faire ce qu'on appelle la correction d'erreur. La correction d'erreur, tu sais, c'est le fait d'agréger plusieurs qubits physiques pour créer des qubits logiques qui sont corrigés. Et cette correction d'erreur, elle nécessite d'avoir un taux d'erreur de qubits physiques qui soit en dessous d'un certain niveau, ce qu'on appelle le threshold. Et ce niveau, il est plutôt situé à 0,1%, quoi. Donc là, on en est loin, hein. On est loin de pouvoir faire la correction d'erreur avec ce genre de machine. Malgré tout, il n'est pas impossible que les progrès du logiciel permettent d'utiliser ce genre de machine dans certains algorithmes, notamment de machine learning, qui se satisfont, disons, qui supportent le bruit et le taux d'erreur qui est généré par les machines. Et alors, je me suis fait des abacs avec des comparaisons, hein. Le, Par exemple, la dernière génération de processeurs à 27 qubits chez IBM, elle génère un taux d'erreur de 1,2% en porte à 2 qubits et 1,27% en readout. Là, on passe entre 2 Mmh. et 6, quoi. C'est vraiment beaucoup moins bon. Alors, le contact d'IBM me disait que régulièrement, les gens d'IBM amélioraient les processeurs dans une gamme. C'est-à-dire que dans les 27, dans les 65 et donc maintenant dans les 127 qubits, ils vont régulièrement améliorer le processeur, soit parce qu'ils font du calibrage, en ajustant par exemple les fréquences de contrôle, soit parce qu'ils vont faire de nouvelles générations de puces qui vont améliorer la marge pour les installer dans les machines. Et donc, ils estiment chez IBM qu'ils vont continuer à améliorer la qualité de ces 127 qubits. Ceci étant, ça rejoint pas mal ce que nous avait dit Xavier Vintal il y a quelques mois, hein, le Ouais. fameux problème à N-core, comment les qubits interagissent entre eux, c'est vraiment un problème, quoi. Et encore, je ne rentre pas dans les détails de l'origine de la décohérence, qui est un phénomène assez complexe qui intervient dans les qubits. Donc, c'est vraiment un mur. Bon, donc ça donne raison sur ce coup-ci à Xavier Vintal, qui est plutôt dans les pessimistes Bah sur, lui, disons, lui, ce qu'il dit, c'est que c'est pas par hasard si on n'arrive pas à avoir plus de 20 qubits en même temps, quoi. Et d'ailleurs, c'est vrai de tous les autres fournisseurs, hein. Toutes les autres sociétés qui annoncent plus que 20 qubits, ou même plus que 10, ils arrivent vraiment à les faire marcher tous ensemble correctement. Donc, souvent, ils obtiennent des fidélités correctes quand ils n'utilisent qu'un tout petit bout du qubit. Et quand ils les font tourner tous en même temps, ça ne marche plus, quoi. Et ça, il y a un vrai mur. Et c'est pour ça qu'il faut faire le tri dans la communication des fournisseurs. Il y en a un autre dont on parlera tout à l'heure, qui est Rigetti. Bah, ils annoncent des chiffres absolument incroyables en nombre de qubits, mais en fait, en pratique, ça ne marche pas, quoi. Donc, c'est quand même utile de le savoir, quoi. Bon, reprenons le cours de cette émission, comme à son habitude, avec les événements et la conférence Q2B de QCware qui a eu lieu du 7 au 9 décembre 2021. C'est une grande conférence, hein, avec tous les principaux fournisseurs d'ordinateurs quantiques. C'est le must annuel organisé par l'éditeur de logiciels QCware. Olivier, il y avait quelques Français et quelques annonces. Est-ce que tu peux nous en parler, hein? Oui, oui, il y avait quelques Français, alors pas énormément, mais quand même suffisamment. Il y avait notamment Jean-François Bobier du BCG qui faisait un point sur les cas d'usage du calcul quantique, en essayant d'être réaliste. Il y avait Robert Marino
de Qubit Pharmaceutical, De Qubit Pharma. voilà, qui intervenait aussi. Et il y avait Loïc Henriet et Georges Guérémont de la startup Pascal. Et justement, ils ont fait une annonce sur place. Ils ont annoncé qu'ils avaient atteint en laboratoire 500 qubits. 500 qubits. Voilà, alors 500 qubits en mode quantum simulation avec des atomes froids. Bon, ça leur permettait d'amener le pion à l'équipe de Michael Lukin et la startup QRA qui avait annoncé 256 qubits il y a quelques mois. Donc là, ils ont doublé la mise. Voilà. Et il y avait une autre annonce que je n'ai pas encore eu le temps de dépioter entièrement, qui est IonQ, le leader des ions piégés, qui a fait son introduction en bourse via son SPAC là, en octobre. Ils ont annoncé qu'ils Ouais. changeaient d'atome. Donc, en fait, ils changent Donc, eux, ils sont d'élément. passés ils sont passés de l'ytterbium au barium. C'est ça, si je ne me Exactement, trompe? exactement. Alors, ils ont choisi. Alors, ils utilisaient déjà le barium avant, je crois, pour les qubits de refroidissement, enfin, les atomes servant au refroidissement des barrettes 1D de qubits. Et ils ont changé d'élément parce qu'en gros, ils ont trouvé que le barium, c'était mieux. Des transitions plus faciles à contrôler, des meilleures fidélités. Bon, c'est assez marrant de faire ça après une IPO, mais bon, c'est intéressant, quoi. Donc, quand je ferai la mise à jour de mon livre, j'essaierai de creuser et comprendre d'où vient en détail ce changement d'éléments, quoi. Mm. Alors, une autre belle annonce, la remise de la médaille d'or du CNRS à Jean Dalibard à la Sorbonne par Frédéric Vidal. Est-ce que tu peux nous rappeler qui est Jean Dalibard? Alors, Jean Dalibard, c'est vraiment une personnalité de la physique quantique en France. Alors, premier point, c'était quelqu'un qui avait accompagné Alain Aspect dans la fameuse expérience de 1982. Alors, il est plus jeune qu'Alain Celle Aspect, de l'intrication quantique. la fameuse du test des inégalités de Bell, qui permettait de valider le fait qu'il n'y avait pas de variable cachée. C'était surtout ça l'expérience d'Alain Aspect. Et donc, Jean Dalibard, il a fait cette expérience avec Alain Aspect, et un petit peu d'ailleurs dans la même lignée qu'Alain Aspect. Ensuite, il s'est intéressé au contrôle des atomes froids, et il fait partie Mhm. des grands contributeurs des techniques de contrôle d'atomes froids qui, justement, sont utilisées maintenant par des gens comme des startups comme Pascal, et des gens comme Antoine Brouès. Donc, c'est vraiment quelqu'un d'important. Et par ailleurs, il est professeur au Collège de France. Donc, il est dans la transmission, il est dans la recherche. C'est quelqu'un de très important. Même si nous, on ne le connaît pas encore, mais c'est quelqu'un de très important dont on entend Non, parler on ne l'a pas régulièrement. encore eu Ouais. et il faudra Ouais. qu'on voit pour l'interviewer Voilà. peut-être dans Décode Quantum. Et donc, Est-ce que la tu peux médaille aussi d'or, et juste un point, la médaille d'or du CNRS, Voilà, c'est quoi la elle est donnée relativement rarement à quelqu'un du quantique. On sait par exemple qu'Antoine Brouès a eu la médaille d'argent récemment. Pascal Sennelard l'avait eu en 2014, la médaille d'argent. Oui. Alain Aspect a dû l'avoir au début des années 2000, aussi une médaille d'or. Mais la médaille d'or, c'est tous les 10 ans à peu près dans le quantique. Donc, c'est intéressant. Alors, c'est une médaille du CNRS. C'est en gros les Oscars du CNRS, quoi. Et ça peut toucher Oui, n'importe quelle science, hein. Ça peut toucher n'importe quel domaine, hein. Mhm. Donc, Bon, bah je écoute, pense qu'il y a or, argent et bronze. Donc, il n'y a pas beaucoup d'élus. Donc, c'est bien quand il y a au moins quelqu'un du quantique tous les ans ou tous les 2 ans, quoi. C'est pas mal. bon, bah écoute, félicitations à lui. Et puis, on a hâte de le rencontrer dans Décode Quantum. Alors, sinon, tu as continué ton tour de France. C'est vrai que tu as beaucoup voyagé ces derniers temps avec ton petit pass sanitaire, mais Oui, tout de oui. même. Et tu intervenais à Strasbourg le 6 décembre dernier autour de la sortie de ton e-book de quelques 2 kilos de pages. Je ne dis plus le nombre de pages, mais le poids. Understanding Quantum Computing. Donc, Technologies, d'ailleurs, Ah, ouais, le titre, je l'ai tu changé en l'as cours de route, raccourci, hein. oui. Je l'ai changé en C'est cours de ça. route, hein, ouais. Alors Et oui, bah, du coup, effectivement. oui, Alors voilà. Est-ce c'est que un événement assez tu... original. Alors, il est organisé par l'INSA, donc une école d'ingénieurs à Strasbourg, et Mhm, ils avaient organisé une matinée entière. Alors d'abord, j'ai participé à un débat qui était animé par Kautar Benlamine, qui est une enseignante, jeune thésarde, qui est spécialisée dans le quantum machine learning. Et j'ai participé ensuite à un panel sur l'état de l'art des qubits, avec notamment Shannon Whitlock, qui est un des chercheurs de l'Université de Strasbourg, et avec aussi Shema Ebouaza, que tu connais peut-être de la startup Pascal. Et puis ensuite, il y a eu mhm. un panel sur l'écosystème quantique de la région Grand Est, qui essaye, comme toutes les régions, d'être présente dans le domaine du quantique. Ils aimeraient bien être grands comme Grenoble ou Saclay, mais bon, c'est plus petit. Alors bon, l'écosystème, évidemment, est plus petit dans une ville comme Strasbourg, mais il y a quand même pas mal de laboratoires de recherche fondamentale dans l'Université de Strasbourg notamment, et j'en ai visité quelques-uns. Donc, j'ai eu l'occasion de visiter quelques labos, et notamment
notamment celui de Shannon Whitlock, et j'ai découvert comment il se positionnait sur les atomes froids, parce qu'en fait, il travaille sur les atomes froids, et ça donne l'impression que c'est très concurrent de ce que fait Antoine Brouès à Palaiseau, à l'IOGS et avec Pascal. En fait, Shannon Whitlock, il est sur un positionnement un petit peu différent. En tout cas, il essaye notamment de faire ce qu'on appelle directement du gate-base avec des atomes froids, c'est-à-dire contrôler des atomes froids Mhm. avec des portes quantiques plutôt qu'avec ce qu'on appelle une simulation quantique. Donc, c'est intéressant de voir cette approche-là, et je pense que j'y retournerai un jour pour en savoir plus. Et il y a des velléités aussi de créer des startups dans la région. Il y a des enjeux sur l'enseignement. Il est clair que toutes ces universités et ces grandes écoles, elles ont besoin de monter en puissance au niveau de l'enseignement. J'ai rencontré le directeur de l'INSA Strasbourg. J'ai visité les labos de l'INSA Strasbourg également. Donc, il y a un enjeu de formation, et la région a décidé de le prendre à bout le bras, quoi. Bon. Et alors, ton fameux livre, justement, qui est maintenant en anglais, il est maintenant dans Archive. Ouais. Alors, est-ce que ça a un impact, du coup, Alors, d'être Archive, pour publié ceux dans qui ne connaissent pas Archive? bien, même si je pense que les gens qui nous écoutent sont plutôt issus du monde du quantique, Archive, c'est le repository des papiers de chercheurs avant qu'ils soient publiés dans des revues à comité d'auteurs. Ce n'est pas très compliqué d'y publier quelque chose. Il faut avoir une sorte de sponsoring d'un chercheur qui a déjà publié suffisamment de papiers. Là, c'est Eleni Diamanti qui m'a apporté ce sponsoring. Et, une fois qu'on a ce sponsoring, on publie à peu près ce qu'on veut, y compris un bouquin de 800 pages. Alors, ça génère de la notoriété parce que beaucoup de physiciens du secteur reçoivent un mail tous les jours avec les nouveaux articles. Alors, des fois, il y a 60 articles par jour, donc il faut quand même se cogner la table des matières. Mais Passer au bon, milieu de la passoire, ça ouais. permet de savoir, de faire connaître un ouvrage ou un papier de chercheur comme ça. Beaucoup de papiers qu'on a pu citer par le passé ont été rendus visibles comme ça. Et alors, par contre, on ne peut pas savoir combien il y a de téléchargements, contrairement à son propre site web. Je sais combien j'ai de téléchargements sur mon blog, mais alors là, pas possible de savoir. Et la seule mesure que j'ai du téléchargement, c'est une mesure indirecte. On pourrait faire des corrélations par les mises en relation sur LinkedIn ou des mails que je reçois. Donc, je reçois des mails de gens du monde entier, des lecteurs. Il y en a un de Hong Kong qui est en train de me corriger le livre. Là. J'ai des lecteurs de tous les pays d'Asie, même du Maghreb. J'ai des mises en relation d'Inde, beaucoup d'Indiens, parce que les Indiens se forment vraiment en quantité astronomique au techno-quantique. Quelques Mhm. Américains. Et voilà, quoi. Donc, Bon, mais donc, du coup, ça ça génère élargit, une visibilité et la ça notoriété. élargit. Voilà. Ouais, ouais. Voilà. Et du coup, dans la foulée, tu as aussi été invité à ton premier podcast avec des Américains, toujours autour de ton livre, hein. Ça durait 1 heure rôle inversé, tu t'es retrouvé interviewé par 2 personnes. Et oui. Donc, Donc, c'était un décode ça te quantum à change un petit peu. l'envers. Un décode quantum à l'inverse, des deux gars qui sont qui animent un podcast qui traite de la blockchain et du quantique. Alors, par chance, on n'a pas eu à traiter du blockchain, la blockchain et du quantique. On a traité que du calcul quantique. Donc, les deux gars, c'est Michael Strack et Ryan Malinowski, d'une espèce de compte. En fait, ils ont un compte Twitter, ils n'ont même pas de site, qui s'appelle Mhm. GR Ledger. Et donc, on a discuté un peu de tout, de la scalabilité du calcul, des questions énergétiques. On a parlé, ils m'ont demandé quel était mon physicien du quantique favori. Alors, j'ai cité le cas de John von Neumann, qui a une caractéristique rare, c'est que c'est un gars qui a autant contribué à la physique quantique, notamment avec tous les postulats de la mesure quantique et les matrices densité, et en Mhm. même temps, c'est l'inventeur du modèle d'ordinateur qu'on utilise tous les jours aujourd'hui. Ce qu'on appelle le modèle de von Neumann, c'est un modèle avec un processeur avec de la mémoire et des adresses. Et ça, c'est lui qui l'a inventé au milieu des années 40. Et c'est un fondamental. Bon, sachant que par ailleurs, il avait contribué à la création de la bombe atomique. Il a été aussi économiste. Le gars, c'est un fou furieux, quoi. C'est un type qui est mort assez jeune. Il est mort entre 50 et 60 ans. Mais il était extrêmement créatif. Et ce mec-là, ça fait partie des grands génies de la physique quantique, quoi. Bon. Et puis, une autre table ronde sur les technologies quantiques organisée dans le cadre du parcours technologique quantique de Artec le mercredi 8 décembre. Ça portait sur le développement de ces technologies et les relations avec le monde industriel, avec Pascal Sennelard, qui est directrice de recherche de Cnels, c'est cofondatrice et conseillère scientifique de Candela, Thierry Debussière qui est de Thales, et puis Olivier Taudeau de Quantonation.
Les étudiants avec les échanges avec les étudiants étaient assez animés pardon, par Philippe Granger, et c'était aussi assez animé. C'était assez rigolo parce que ils ont posé beaucoup de questions sur l'éthique, hein. J'étais dans la salle et j'ai vu, d'habitude, et comment dire, le groupe qui était là pour être interviewé était pensé répondre à des questions scientifiques. Et finalement, cette jeune génération de scientifiques de MNS, ils avaient l'éthique. J'aimerais bien faire de la recherche dans l'éthique. Donc, ils cherchaient un sens quand même au quantique. Et Alors, on n'était quel pas est ton censé parler de retour, toi, science, hein, on là-dessus? était censé parler du lien entre la recherche et l'industrie. C'était le sujet, hein, de ce panel Oui, qui mais était animé c'était, par Philippe Granger. voilà, Mais effectivement, c'était les assez marrant questions. de voir comment Ouais. ça a glissé. Oui, Et ça a glissé ils très sont rapidement revenus, là-dessus. hein. Et ils insistaient bien. Et donc, les questions d'éthique, les questions de sens, les questions de choix. Par exemple, il y a un étudiant qui demandait, mais comment je fais pour, par exemple, aller travailler dans le domaine des applications, genre santé ou environnement, quoi. Et bon, Mm. alors, ce qui est assez marrant d'ailleurs, c'est qu'on n'a pas tous le même point de vue sur le sujet. Moi, j'ai tendance à penser que c'est assez lié à l'économie du logiciel qui est en train de se constituer. Et comme il y a de plus en plus de Ouais. startups qui se spécialisent sujet par sujet, c'est pas trop difficile de s'orienter vers les sujets de société, quoi. Euh, mais on peut considérer que c'est pas assez mature et que pour l'instant, il y a rien, les dés ne sont pas jetés, il n'y a rien de fait et que tout est à faire, quoi. Donc, non, Ouais. c'était intéressant. C'était intéressant. Alors, c'est pas des Voilà. étudiants Bon, de l'ENS. Notre truc, c'était à pardon. l'ENS. J'intervenais à l'ENS avec Philippe Branger, mais en fait, c'est des étudiants Oui, d'un parcours qui est un peu intermédiaire entre M1 et M2 dans les masters et qui a recruté chez des normaliens, chez des polytechniciens, chez des centrales Supélec et quelques autres écoles d'accord, donc d'ingénieurs. un mixte. Et ils étaient de l'ordre de 23, je crois, en tout, 23 ou 24. Mhm. Et ils étaient 7 années d'avant. Et c'est une sorte de master intermédiaire un peu généraliste qui couvre à la fois la physique et quantique et l'information quantique et qui est la porte d'entrée pour faire quelque chose de plus pointu ensuite, quoi, pour se spécialiser dans, pourquoi pas faire un doctorat ou faire un master plus spécialisé derrière, quoi. Donc, non, c'était intéressant de Bon, en rencontrer tout ces cas, élèves et discuter avec eux, en tout cas. mais choc intéressant peut-être des générations, en tout cas, c'est avant la recherche, c'était s'occuper de faire de la recherche et laisser l'éthique à d'autres personnes. En tout cas, Mm. se positionne pas. Là, on a vraiment senti que ces futurs chercheurs veulent savoir dans quoi ils s'engagent pour faire de la recherche éthique. En tout cas, c'était tel qu'ils le présentaient. C'était Mm. assez intéressant de voir ce petit changement. Et puis enfin, pour finir sur ces événements français, tu as été avec Hélénie Diamanti à Bordeaux dans le forum NAIA, puis à l'INSERB devant plus d'une centaine d'étudiants les 9 et 10 décembre. Donc du coup, qu'est-ce qui s'est passé? Bah, en fait, c'était une manifestation sur l'IA et la robotique, un peu voisine de celle à laquelle on était intervenus en 2018 tous les deux, là, qui s'appelait La Grande Jonction, je crois, La c'était Grande ça, Jonction. La On Grande était à la Jonction. Grande Jonction, Donc, c'était un forum exactement. à peu près équivalent. On nous avait demandé de faire un keynote en fin de journée sur le quantique. Il y avait quand même pas mal de monde, alors que c'était assez étiolé dans la journée à cause du Covid. Et donc, la première journée, on a vulgarisé les technos du quantique auprès d'un public, on va dire, largement du numérique. Et le lendemain, on avait vraiment une centaine d'étudiants d'une école d'ingénieurs généralistes plutôt côté électronique. Et c'était assez rafraîchissant d'avoir autant d'étudiants et de leur donner envie de s'intéresser aux technos quantiques. Et puis, dans la foulée, on a, avec Hélénie, donc, qui est, je rappelle, directrice de recherche au CNRS au LIPSIS à Paris et spécialisée en télécommunications quantiques, donc un sujet qu'on a bien traité dans les deux interventions, eh bien, on a profité pour visiter l'Institut d'optique qui a une antenne sur place. Alors, moi, je pensais que l'Institut d'optique à Bordeaux, c'était la petite antenne de l'Institut de Palaiseau, quoi. Bah non, en fait, c'est plus grand que le truc de Ouais. Palaiseau. C'est énorme. Ils ont un bâtiment qui a été inauguré en 2013 et qui est très grand, qui est tout moderne. Et dans ce bâtiment, on a pu visiter avec Hélénie des laboratoires de recherche, essentiellement autour de la gravimétrie et des atomes froids. Et notamment, on a pu voir les labos de Mucans, la fameuse Mucans, Ah, qui a été rachetée par IXBlue. Et IXBlue qui a racheté une autre boîte qui s'appelle Kia, si je me rappelle bien. Et, et j'ai pu comprendre pas mal de choses en visitant ce labo. Et j'ai découvert notamment un domaine d'expérience sur les atomes froids que je ne connaissais pas. C'est que le problème avec les atomes froids, c'est comme ils mesurent la gravité, et quand tu es sur Terre, il y a la gravité ambiante. Et si tu veux mesurer les variations, bah, tu es quand même contraint par la gravité ambiante. Alors, ce qu'ils font maintenant, c'est qu'ils mettent leur gravimètre dans des avions
des Airbus A310 qui font ce qu'on appelle les vols paraboliques, qui permettent d'avoir une gravité zéro. Et donc, au moment où tu fais la Ouais. chute ou laisses tomber l'avion, tu Voilà. te retrouves en Et gravité. donc, tu es à gravité Ouais. zéro, et là, ils se mettent à faire la mesure pour mesurer la gravité terrestre et ses variations. Et tu dis, ah, quand même, c'est chaud, quoi. Donc, ils emmènent un appareil qui fait quand même, je sais pas, 200 kilos, et ils mettent ça dans l'avion. Ils emmènent 3 techniciens pour régler le truc. Et Philippe Bouillet, qui est directeur de recherche au CNRS sur place, il a fait plusieurs vols comme ça. Et il faut savoir que les vols paraboliques, quand un Airbus A310 décolle avec son équipement, il fait en général une trentaine de sauts, en fait, une trentaine de paraboles. Donc, il fait 30 fois Mhm. je monte, je descends, je monte, je descends, je monte, je descends. Et quand il descend, on a, je crois, de l'ordre de quelques secondes d'expérience, de l'ordre de 20 secondes, pendant lesquelles on peut faire cette expérience-là Ouais. avec les atomes froids pour mesurer la gravité. Donc, c'est quand même assez marrant. C'est assez spécial. Donc, voilà, Bon, c'est c'était… toujours 20 secondes, c'est toujours plus long que 100 millisecondes. Ah Hein, bah oui, 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 mais donc, ce n'est pas du calcul, hein, c'est pour faire de la métrologie, hein, c'est pas du calcul quantique. Ouais. ouais, mais bon, du coup, dans la physique quantique, tu peux te dire que c'est un temps long, 20 secondes, peut-être. Ça doit Exactement. suffire. Donc, bah, la visite est organisée par les équipes locales, notamment Audrey Durand qui nous a accueillis, Antoine Lamarche de Digital Aquitaine qui avait organisé la conférence la veille. Non, on était bien accueillis, c'est intéressant. Et puis, il y a une vidéo dont Notre on vous donnera le prochain lien. reportage, c'est d'aller faire ce fameux vol parabolique. Ce serait cool, oui, oui. Avant d'aller sur Mars pour toi. Ouais. Bon, mais voilà, message envoyé. On est prêt à faire le vol parabolique pour voir comment se passent ces expériences. Alors, on va traverser l'Atlantique et on va aller aux États-Unis pour parler de la signature du Joint Statement France-USA par Frédéric Vidal et Eric Lander, le CTO du gouvernement. Américain, oui, oui, oui. Mais voilà, à la Maison-Blanche, en présence du coordinateur national de la stratégie quantique, Naïl Abrou. Et puis voilà, donc ça contient les axes de coopération dans différents domaines, dont les technologies quantiques. Est-ce que tu peux nous donner un petit peu plus d'infos là-dessus? Pas vraiment. Ok, non, 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 t'as pas d'infos. ouais. Bon, Bah, donc disons que c'était juste une non, info. mais, On a signé un truc, mais on sait on pas a quoi. signé un truc, mais c'est moins détaillé que la signature de l'accord avec les Pays-Bas là, en septembre, avec Cédrico. C'était Mhm. une réunion de niveau ministériel. Alors, il se trouve qu'il n'y a pas de ministère de la recherche et de l'enseignement supérieur aux États-Unis. Donc, c'est le CTO de la Maison-Blanche qui joue ce rôle-là, donc qui est l'alter ego de Frédéric Vidal. Et le joint statement portait sur l'ensemble des partenariats dans la recherche. Et le quantique est un des volets. Et donc, Neil Abrou, il discute avec son homologue américain qui s'appelle Charles Tahan, qui d'ailleurs est un physicien. Et ils vont rentrer dans le détail et annoncer probablement des choses un peu plus tard, quoi. Pour l'instant, il n'y a rien de très précis d'annoncer. Ça va porter probablement sur de la recherche collaborative, sur peut-être des éléments correspondant à la formation. Bon, il peut y avoir plusieurs choses de fait, sachant que les États-Unis, on est en mode coopétition avec eux, hein. C'est un concurrent et un partenaire à la fois, quoi. Donc, il y a aussi des choses dont on ne parle pas trop, qu'on doit discuter avec eux. Bon, et tu as aussi récupéré des informations intéressantes sur le plan quantique américain. Oui, effectivement, la Maison-Blanche a publié une sorte de compte-rendu annuel de leur plan. Et enfin, pour la première fois, on a une information qui manquait sur le budget quantique total du pays, parce qu'ils avaient annoncé un plan à 1,2 Mhm. milliard, complété par 800 millions, qui faisait 2 milliards. Mais en fait, comme on n'avait pas la base, on ne connaissait pas la base de départ. Donc, c'était dur de comparer avec le budget allemand et le budget français, notamment le budget français qui, lui, intègre la base de départ. Donc, maintenant, on a l'info. On peut comparer des choux et pas des choux et des carottes. Alors, qu'est-ce qu'on obtient comme données en lisant ça? Bah, on se rend compte qu'en gros, l'investissement sur 5 ans du plan américain est de l'ordre de 4 milliards de dollars d'investissement fédéral. C'est pas évident de savoir si ça couvre la partie militaire et renseignement, qui doit peut-être pas être si énorme que ça. C'est possible qu'elle soit au-dessus de ça, en plus de ça, parce que comme la IARPA, la NSA et la CIA sont pas couvertes par ou le Pentagone d'ailleurs, et la DARPA, donc sont pas couverts par ce montant forcément en entier, c'est pas clair. En tout cas, 4 milliards d'investissements dans le civil, c'est intéressant, c'est significatif. Et en gros, en 2021, ils estiment qu'ils vont dépenser 800 millions. Alors, la comparaison avec la France, c'est que la France, Mhm. compte tenu, en tout cas, du plan qui a été annoncé au début de l'année par le président Macron, nous, on est censé dépenser environ 200 millions. Alors, c'est très intéressant d'avoir ces données-là parce que ça donne un ratio de 1 à 4 sur le papier.
Et ce ratio de 1 à 4, il est meilleur que les ratios économiques, parce que les ratios économiques entre la France et les US, c'est plutôt 1 à 7, 1 à 8, quand on prend le PIB ou Mhm. la richesse, et disons la richesse en général. Donc, si on a un ratio de 1 à 4 sur le quantique, alors que côté PIB, on est plutôt 1,78 à peu près, c'est mieux, quoi. Ça veut dire que c'est mieux. Alors, évidemment, ce n'est pas aussi rose que ça, parce que si on réintégrait à ces montants-là les montants du secteur privé, il est probable qu'on se retrouverait encore avec un ratio de 1 à 7, parce que comme les GAFA, les GAFAMI, il y en a 4 d'entre eux qui investissent beaucoup, que par ailleurs le capital risque investit énormément dans les startups locales, beaucoup plus qu'en Europe, on se retrouverait probablement avec un rééquilibrage. Ceci étant, quand dans le numérique ou dans les nouvelles technologies, on a des ratios de PIB qui sont les mêmes, c'est pas mal, quoi. Mhm. Que si on est au prorata, si on investit la même chose au prorata du PIB que les Américains, c'est plutôt bien. Parce que quand on regarde le budget de la recherche fondamentale, la France est à la ramasse, hein. On est très mal placé globalement, tous sujets confondus. Donc finalement, dans le quantique, on n'est pas trop mal, quoi. Bon, on va continuer avec l'industrie. Le CERN a récemment acquis un émulateur Atos Quantum Learning Machine, donc à base de QLM, selon une communication qui date du 3 décembre. Est-ce que tu peux nous en dire un tout petit peu plus C'est rapidement? une annonce qu'Atos a faite dans le cadre de la réunion de son advisory board, le fameux board là, qui comprend Daniel Estève, Alain Aspect, Arthur Ecker, David Di Vincenzo, enfin, il y a beaucoup de grands noms du quantique français et mondiaux. Et donc, ils ont réaffirmé leur volonté d'être un leader dans l'hybridation quantique, c'est-à-dire le calcul quantique qui associe des machines classiques et des machines quantiques. Et surtout, ils ont fait cette annonce comme quoi le CERN s'était équipé, je crois, au mois d'octobre d'un émulateur. Ça a élargi leur périmètre, hein. Atos, c'est quand même une des rares entreprises qui vend plutôt en grande quantité. Quantité, ça veut dire quelques dizaines, des émulateurs qui sont des machines Intel et Nvidia à beaucoup de laboratoires de recherche dans le monde et à des entreprises privées comme Total. Et donc, disons, le business continue pour eux, quoi. Donc, c'est plutôt bien, quoi. Alors sinon, le consortium européen mené par Deutsche Telekom et auquel participe Thales, chargé de mettre au point le plan directeur pour la conception d'un Internet quantique sécurisé pour les infrastructures critiques de l'Union européenne, a livré ses premiers résultats. C'est bien? C'est plutôt pas mal. Ça montre qu'il y a un investissement, non pas simplement de la recherche fondamentale, mais également des entreprises, un grand opérateur télécom. Alors, Orange est aussi impliqué, même s'il est un peu plus discret, et Thales, Mhm. qui est un équipementier et qui entend bien être présent, notamment d'ailleurs dans les communications satellites, hein. Thales euh, essaye de faire en sorte de développer des solutions de distribution de clés quantiques, comme on dit, de partage de clés quantiques via des liaisons optiques satellites. Bon, sachant que par ailleurs, Thales, on en parle un petit peu moins, mais maintenant c'est officiel, ils ont une sorte d'investissement dans le calcul quantique aussi. Alors, c'est un investissement plutôt en tant qu'utilisateur, alors que dans la métrologie et dans les technologies de télécom, là, ils sont producteurs de technologies. Dans le cas du calcul quantique, ils ont déjà fait des tests de calcul, notamment pour l'optimisation de radars. Donc, ils essayent d'être quantiques à tous les étages de la fusée. Sauf que là, on est côté utilisation pour ce qui est du calcul, quoi. Alors sinon, Air Liquide sécurise l'approvisionnement en hélium-3 avec Laurentis Energy Partners au Canada. Est-ce que tu peux nous dire, parce qu'il y a un vrai enjeu là-dessus, hein, c'est stratégique, pourquoi sécuriser cet approvisionnement? Parce que l'hélium-3, c'est un isotope de l'hélium qui est difficile à fabriquer, qui est un sous-produit en gros du process de tout ce qui est nucléaire, hein, y compris nucléaire militaire. Donc, c'est assez compliqué de le produire. Il y a très peu de centrales nucléaires dans le monde qui savent le produire. Souvent, c'est des centrales qui sont liées aux gens qui fabriquent des bombes atomiques. Alors, je ne pense pas qu'on fabrique des bombes atomiques au Canada, mais c'est plutôt aux États-Unis. Et il se trouve que cet hélium-3, il est indispensable pour faire des cryostats, notamment ceux qui sont exploités par les qubits supraconducteurs, qui descendent à 15 millikelvin. Mhm. Et c'est aussi valable pour les cryostats qui descendent à 100 millikelvin jusqu'à 1 Kelvin et qui, eux, vont servir aux qubits dits de spin, qubits spin d'électrons. Et donc, Air Liquide, qui a des velléités d'être un grand acteur du marché, notamment par le biais du rachat de la société CryoConcept en juillet 2020, a sécurisé pour 10 ans, je crois, sur un partenariat donc de longue durée, l'approvisionnement en hélium-3 pour pouvoir l'intégrer dans ses propres cryostats ou le vendre à des clients, quoi. Donc, c'est intéressant. Ça fait partie de ces éléments de la souveraineté, en fait.
Parce que tu sais, quand on parle de souveraineté numérique, toi, tu en entends parler beaucoup avec le cloud chez OVH. La Mhm. souveraineté numérique, dans le cas du quantique, c'est aussi la souveraineté qui s'exerce dans la capacité à disposer des matières premières ou des technologies rares et chères et où le monde va se battre pour les obtenir. Si on est capable, via nos industriels ou via l'État, de sécuriser l'approvisionnement de ces technologies clés, ça permet d'être sûr qu'on va fabriquer les ordinateurs et les utiliser. Ouais, c'est éviter une crise des composants, éviter une crise des matières Exactement, premières, parce qu'on exactement. sait Ouais. qu'on est dépendant et que Mm, ça, c'est très important dans ce genre de course. mm. Alors sinon, on va enchaîner avec le démarrage du projet HPCQS, première pierre de l'élaboration d'une plateforme pan-européenne de calcul hybride HPC quantique. Euh, Là aussi, est-ce que tu peux nous en dire plus? On entendra parler de ça probablement lors d'un événement qui a lieu en région parisienne le 4 janvier prochain, sur lequel on reviendra. Mhm. Donc, l'Europe a décidé, dans le cadre du projet EuroHPC, de financer des plateformes de calcul hybride. Et ce qu'on sait pour l'instant, c'est que dans le cadre de ce projet, il va y avoir 2 simulateurs quantiques de plus de 100 qubits qui vont être couplés à des supercalculateurs qui vont être intégrés d'un côté au TGCC, qui est le centre de calcul du CEA à Bruyères-le-Châtel, et qui est rendu disponible pour les chercheurs de tous les organismes de recherche français. Et d'un autre côté, dans le centre de recherche de Jülich en Allemagne. Et ce qu'on sait, c'est que dans ce cadre-là, il y aura à minima une machine Pascal qui sera intégrée là-dedans, quoi. Et d'ailleurs, avec le Mhm. rôle d'Atos qui jouera le rôle d'intégrateur pour coupler ces simulateurs quantiques avec des supercalculateurs et mettre en place notamment une infrastructure logicielle pour que ça puisse tourner, quoi. Donc, je crois qu'il y a un budget total de 12 millions d'euros qui a été prévu là-dessus, avec une part publique et une part privée. Bon. Ben, écoute, on verra ça, plus d'infos peut-être après le 4 janvier. En tout cas, Exactement, ouais. ça avance. Autre partenariat qui a éveillé la curiosité de pas mal de monde, celui entre NVIDIA et Pascal. Ils utilisent 10 DGX A100 pour émuler le calcul sur les atomes froids. Euh, du coup, c'est quoi les enjeux là-dessus? En fait, c'est juste un partenariat d'utilisation de ces cartes pour Alors, c'est des pouvoir. cartes, c'est des serveurs, en fait. Les DGX A100, Oui, c'est des serveurs qui contiennent 8 A100, je crois. C'est des machines qui coûtent 400 000 $. Donc, quand on prend 10, ça fait 4 millions. Donc, je ne sais pas d'ailleurs si Pascal a acheté ces machines, ça m'étonnerait, mais je pense ils vont les utiliser à on parle de distance. partenariat, donc Ouais, oui, partenariat, ils peuvent avoir accès. c'est une vente qui est peut-être une vente dans le cloud. Ce qui est important pour Pascal, c'est de disposer de la puissance de calcul pour pouvoir émuler le fonctionnement des qubits à base d'atomes froids pour leur mise au point et aussi pour la mise au point de logiciels. Alors, je me rappelle que quand cette annonce a été faite il y a 10 jours, ça a remué un petit peu dans les réseaux sociaux et dans notre réseau, parce que les gens disaient oui, alors on a encore une boîte française qui se vend, une boîte américaine. Non, ils sont allés Bah non. récupérer, disons, des ressources techniques là où elles étaient. Il n'est pas impossible d'ailleurs que le jour où Atos mettra des processeurs A100 en grande quantité dans ces systèmes QLM, ils feront la même chose. Mais pour l'instant, les Mhm. DGX A100 sont très adaptés à ce type d'émulation dont a besoin la startup Pascal. Ils ne sont pas les seuls d'ailleurs, parce que dans le cadre de ce partenariat, les cocos de NVIDIA, ils ont annoncé qu'ils faisaient ça avec IonQ et avec PsiQuantum. Mhm. Alors indirectement, finalement, c'est plutôt pas mal comme info, parce que ça met Pascal au même niveau que PsiQuantum et IonQ comme startup bossant avec NVIDIA. Donc, tu vois, si tu prends le truc à l'envers, tu te dis, ah bah quand même, parce que IonQ et PsiQuantum, c'est les 2 startups américaines qui ont levé le plus d'argent dans le quantique. Ils ont levé plus de 600 millions chacun. Et au milieu, tu as Oui, notre donc petit ça montre Pascal avec 25 qu'ils. millions qui est au même niveau. Donc, c'est bête, hein, c'est comme en politique. Hein, si tu te mets au niveau de gens qui sont plus hauts que toi, ça t'élève en fait. Donc, c'est plutôt pas mal. Bah oui, c'est bien. Donc ça veut dire qu'ils continuent à bien avancer Voilà, et ils savent faire, qu'ils ont une stratégie ils sont bons. Ils intéressante. sont bons chez Pascal pour gérer leur Ils- écosystème et se connecter à un Ouais. maximum d'acteurs du marché. Ouais. Alors on continue avec une annonce de Rigetti, 40 x 2 qubits. C'est mieux, c'est pas mieux, c'est ça la Olivier. question. Hein. Ouais. Oui, voilà, c'est x2. Alors là, Pourquoi? on est retourné à la case départ de l'information partielle, un peu comme IBM il y a un mois, là, quand ils avaient annoncé leurs 127 qubits. Donc là, ils annoncent qu'ils ont
ils sortent un nouveau chipset qui fait 40 qubits, hein, qui s'appelle Aspen-M, Aspen M, et ils disent qu'ils sont capables d'en mettre deux côte à côte et que ça fait 80 qubits. Alors, le problème, c'est qu'évidemment, ils ne précisent pas la nature de la liaison entre les deux processeurs, parce que cette liaison, ça pourrait très bien être à la fois une liaison, on va dire, métal, avec des câbles métalliques qui les relient entre eux, pour, par exemple, faire communiquer les micro-ondes entre les différents qubits. Ça peut être aussi une liaison photonique. Alors, compte tenu de ce qu'ils ont annoncé, ça ressemble plutôt à une liaison, on va dire, de guide d'onde, mais ce n'est pas très clair. Et tant que tu n'as pas d'informations sur la nature de cette liaison, tu ne peux pas dire si ça va marcher ou pas, quoi, ou si ça va générer des bonnes intrications, notamment entre les qubits des deux processeurs de 40 qubits. Alors, évidemment, Rigetti n'a publié aucune information technique de détail sur l'annonce. Il n'y a pas de fidélité, il n'y a aucune information sur la durée de vie des qubits. Le seul truc qu'on a, c'est quelques benchmarks qui ne sont pas quantifiés d'applications qui seraient censées dépasser les capacités des calculateurs classiques, notamment une application dans le domaine du machine learning quantique. Et après, ils ont aussi proposé un benchmark qui serait capable de faire un calcul en 5 minutes pour faire de l'optimisation, mais qui ne serait pas réalisable avec des ordinateurs classiques. Bon, comme il n'y a aucun chiffre, il n'y a pas de publication de chercheurs, je dis, il faut voir, quoi. C'est typique, c'est typique des boîtes de ce type-là. Ils disent, alors c'est la private beta, ça veut dire que pas d'infos. Les clients qui doivent être dedans, ils doivent signer un NDA, ce qui fait que tu ne peux pas avoir aucune info. Publicly available in Q1 2022. Bon, OK. Et ils font ça en partenariat avec Deloitte, une boîte de conseil et d'intégration, et Strangeworks, que je connais un petit peu, qui est un éditeur de logiciels américain qui crée des environnements de développement, pour le cloud notamment. Donc voilà, 80 qubits de Rigetti. J'attendrai de voir et je mettrai ma main à couper que ça va être un peu comme IBM. Le jour où on aura les caractéristiques, on se rendra compte que ce n'est pas extraordinaire. Mais ça fait quand même avancer le schmilblick parce qu'ils auront probablement fait avancer l'état de l'art sur la connexion entre processeurs quantiques, quelle que soit la technique qu'ils vont utiliser. C'est possible que ça ne marche pas très bien, mais au moins, il faut avancer l'état de l'art. À noter aussi que Rigetti a fait son apparition dans Azure Quantum. Il manquait des qubits supraconducteurs à Microsoft. Ils avaient annoncé en 2019 l'intégration de QCI dans l'offre, mais leurs qubits de chat ne sont visiblement pas encore au point. Ça aussi, tu peux nous redétailler un petit peu, vite Oui, fait, oui. parce qu'il nous reste encore pas mal de choses à Ouais, voir ouais, et ouais, ça ouais. fait déjà Oui, pas mal de non. temps qu'on parle. En gros, QCI, ça ne marche pas. Donc, ils ont remplacé QCI par Rigetti. Je simplifie un peu les choses, mais bon, voilà. Bon, en tout cas, ils trouvent une solution pour avancer. Et d'ailleurs, est-ce que tu as aussi des infos sur OQC Alors, au UK? OQC, tu te rappelles, en juillet, je ne sais pas si on a fait un quantum à l'époque ou à la rentrée, OQC, c'est une boîte anglaise qui avait annoncé début juillet, ça m'avait beaucoup énervé, Mhm. ses premiers qubits en ligne dans le cloud souverain anglais, sauf qu'il n'y avait aucune caractéristique, on ne savait pas combien de qubits il y avait. Alors, à l'époque, Ouais. tu te rappelles, je t'avais dit que moi, je mets un coupé qu'il n'y en a même pas 5. Eh ben, Mhm. on vient d'avoir l'info, il y en a 4. Donc, j'étais pas loin du compte. Et comment on a eu l'info? C'est ça qui est extraordinaire. C'est qu'OQC a annoncé, je ne sais plus si c'était fin novembre ou début décembre, qu'ils allaient intégrer le cloud d'Amazon, le fameux bracket d'Amazon, et là, avec 8 qubits. Et dans une interview, la CEO de la startup OQC basée en Angleterre a expliqué qu'en juillet, ils étaient à 4 qubits. Donc, ils ont doublé le nombre de qubits pour passer à 8 pour début 2022 les mettre en ligne chez Amazon. Alors, avec 8 qubits, il ne va pas faire grand-chose, hein, mais bon, ça permet d'avancer. Par contre, la techno de OQC, je la trouve très intéressante. Et on ne va pas revenir dessus, mais c'est des coaxmons, Non, c'est on va une pas variante revenir des dessus, pas transmons. aujourd'hui, Voilà. parce qu'on a vraiment plus le temps. OK. On va revenir sur le territoire français des nouvelles des qubits silicium de Grenoble. Maud Vinet et son équipe, qui associe le CEA et le CNRS, ont publié 3 papiers permettant de faire le point sur l'avancement de la mise au point des qubits silicium. Alors, vite fait, vas-y, raconte-nous ça. Alors, effectivement, ça faisait un bout de temps qu'on attendait des news de l'équipe de Maude. Et ils ont publié 3 papiers, c'est quand même pas mal. Et notamment un papier qui est, que je trouve sympa, qui est alors je lis le titre en anglais, c'est The Path to Scalable Quantum Computing with Silicon Spin Qubits, dont Maud Vinet est l'autrice, on va dire, publié dans Nature Nanotechnology. Et là, elle fait un point global des défis, sans se voiler la face, sur tout ce qui reste à faire pour faire avancer le schmilblick dans ce domaine-là. Et après, il y a 2 autres papiers plus détaillés qui montrent les derniers avancements dans ce domaine-là. Alors,
Pour l'instant, ils n'ont pas encore réussi à produire des qubits qui sont tout beaux, tout propres, intriqués et tout. Mais ils font avancer la conception des matériaux, la conception des outils de contrôle, aussi les questions de stabilité de la fabrication. Il y a des choses qui avancent en parallèle, en fait, les unes avec les autres. Donc, c'était intéressant de faire ce point global, quoi. Bon. Alors, il y a eu plein d'autres actualités scientifiques. Ça tombe de plus en plus régulièrement, avec notamment pas mal de papiers sur la mesuration des codes de correction d'erreurs. Et puis, au milieu de tout ça, il y a un truc bizarre qui est sorti. On en parlait en début d'émission. L'intrication de qubits supraconducteurs avec un tardigrade piloté par une équipe des chercheurs du CQT à Singapour. C'est une blague, c'est un hoax, ils ont fumé quelque chose ou c'est un vrai papier? Olivier, donne-nous la réponse. Eh bien, c'est pas un hoax. Moi, je pensais que c'était un hoax. Tu vois, genre le truc, la Ça blague ça des… t'a rabusté, hein, Ah, cette mais ça semaine. m'a Quand tu as lu tarabusté. ça, Je tu veux as dire. fait: «Mais Quand j'ai lu qu'est-ce ça, je dis, qui?» c'est pas possible. Le Appelons mec, la SPA, l'attaque des ouais, voilà, tardigrades. exactement. Alors, d'autant plus que les tardigrades, je m'y étais intéressé il y a 5 ans. À l'époque, j'avais fait ma conférence sur le Pour aller dans topinambour. l'espace. Mais oui, je t'avais mis un gène de tardigrade pour que tu résistes aux rayons cosmiques. Parce que le tardigrade, il résiste aux rayons Exactement. cosmiques. Et d'ailleurs, peut-être que ça permettrait d'éviter aux supraconducteurs d'être pollués par les rayons cosmiques. Alors, le tardigrade, pour info, c'est une petite bête de 40 000 cellules qui fait quelques microns de taille et qui a une caractéristique, c'est qu'il survit aux conditions les plus extrêmes de température, de pression, etc. Et donc, des chercheurs un peu fantaisistes du CQT à Singapour ont décidé de le refroidir, manœuvrer tardigrade. Ils lui ont coupé les pattes, sans parler à la SPA, En plus. et ils lui ont coupé les pattes et ils l'ont mis à 15 millikelvin à côté d'un qubit supraconducteur dans un dispositif qui contient deux qubits supraconducteurs. Et alors, ils ont fait un truc qui consistait en fait à coupler le tardigrade à un des qubits et ça a permis de créer une espèce d'état quantique du deuxième qubit avec une intrication en fait entre les deux. Bon, après, ils ont fait une porte C-note dessus sur les deux qubits. Ça ne sert à rien, mais c'était juste pour… Bon, voilà, ils ont montré que le tardigrade, en fait, il se comportait comme ce qu'on appelle un diélectrique. C'est un peu… C'est-à-dire que c'est un composant électronique qui ne conduit pas bien l'électricité et qui contient ce qu'on appelle les anharmonicités qui permettent de créer des qubits. Et donc, ils ont créé une sorte de qubit hybride dans cette expérience-là. Alors, le papier est sérieux, en fait. Et alors, comment je l'ai su, tout ça? C'est ça le truc qui est marrant. C'est que je lis ce papier. Alors, déjà, le CQT, j'en entends beaucoup parler parce que c'est là où Alexia Ophé va devenir directrice du Majulab, qui est le laboratoire de partenariat entre le CNRS et le CQT là-bas à Singapour. Mais l'autre raison, c'est qu'à la fin du papier, je découvre que les qubits ont été fournis par un gars que je connais qui s'appelle Farshad Foroughi, qui est un ancien thésard de Vincent Boucher à l'Institut Néel à Grenoble. Et en fait, tous les deux, Vincent et Farshad, en fait, ils sont dans une startup qui s'appelle Graphil, qui expose au CES à Las Vegas cette année avec une technologie qui sert à mesurer quelque chose autour du Covid. Tu les verras, j'espère, en tout cas, quand tu visiteras le CES. Et en fait, ce Farshad, il a créé, il y a 2 ans, dans la salle blanche de l'Institut Néel, l'échantillon de 2 qubits supra utilisé par l'expérience en question. Et donc, le truc, c'est vrai, c'est pas une blague. Et donc, tu te dis, quand même, bon, c'est triste, c'est pas triste, mais c'est rigolo, quoi. Et donc, ça montre bien qu'il y a des pays où on peut faire des trucs un peu space, quoi. Je vois pas trop l'ANR financer un projet de ce type-là, quoi, en France. Ça Bon. passerait pas, ça passerait pas le test, là, ça marcherait pas, quoi. Bon, écoute, en tout cas, voilà, hein, comme quoi la science mène à tout. Et alors, dans les trucs pseudo-scientifiques, etc., on termine avec le médaillon quantique pour se protéger de la 5G, que l'on dénonce depuis pas mal d'années. D'ailleurs, c'était déjà sur la 4G, hein, ces fameux médaillons soi-disant qui vous protègent. Eh bien, en fait, ils seraient radioactifs et dangereux. Oui, c'est un papier Ça, qui est c'est pas paru un dans hoax. Ars Technica, donc aux États-Unis. Il y a des gens qui ont découvert que les matériaux utilisés pour faire ces médaillons fantaisistes, hein, qui utilisent que l'effet placebo pour te faire croire que tu vas éviter les effets néfastes de la 5G et les effets néfastes de la 5G sur le Covid aussi, ça c'est connu, hein. Eh bien, ils se sont rendus compte que tous ces matériaux étaient radioactifs et que si on le porte tout le temps, en fait, on est exposé à plus de rayons radioactifs que Génial. en faisant des dizaines de radios à l'hôpital, quoi.
Donc, le paradoxe, c'est que c'est même pas l'effet placebo, c'est pire que l'effet placebo parce que c'est dangereux. C'est dangereux. Donc n'achetez pas. Voilà, nous N'achetez vous pas ces médaillons déconseillons à la d'acheter. noix, quel que soit le format, Voilà. le format sticker, le format médaillon, le format clé USB. Ça fait 3 ans qu'on le dénonce dans le bouquin que j'ai écrit. Ce sont des escroqueries pour les gens simples Bon, d'esprit, on va dire. voilà. Eh bien, écoutez, sur ce, on est arrivé au bout de l'actualité. J'ai cru que je n'arriverais pas à t'arrêter, Olivier, tellement tu avais rempli cette émission. Et puis, écoutez, on vous souhaite de joyeuses fêtes de Noël et plein de vœux quantiques intriqués pour que vous soyez heureux pour cette nouvelle année. On va reprendre, bien évidemment. On se retrouve en janvier. Bonne fête de fin d'année, Olivier. Bonne fête, Fanny. Bonne fête à tous.